Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Merci d'être fidèles à notre programme Constika Week News qui est présenté toutes les semaines avec multiples rediffusions histoire de vous situer et de penser aux retardataires avec les différentes occupations que nous avons de nos jours. C'est pas tous les jours et à toute heure qu'on peut être face au petit écran pour regarder une émission qui nous informe sur les mouvements économiques et politiques du continent africain. Nous allons nous occuper du Bénin. Nous parlerons aussi du Burkina Faso. On ira faire un tour du côté du Gabon. Et le Gabon sera un peu mis en évidence dans ce programme, ainsi que la Côte d'Ivoire, bien sûr, où l'actualité est vraiment dense. On fera un tour du côté, comme je disais, de la Côte d'Ivoire, du Tchad. On ira aussi au Cameroun. On parlera aussi d'un pays dont on n'a pas souvent l'habitude, parce que c'est un pays d'expression portugaise. C'est la Guinée-Bissau. On ira faire un tour de ce côté-là. Et nous allons aussi donner la parole dans le grand format aux Ivoiriens, histoire de leur dire un tout petit peu, chers compatriotes, parlez au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. On y reviendra. C'est une émission très dense et très riche. Je suis Constieka. J'ai failli oublier le pays de la Teranga, le Sénégal, qui sera aussi à l'honneur dans cette émission. Mais tout de suite, toute l'équipe de rédaction de C-Web Info et de CNN Télévision, toute cette équipe a décidé d'accorder et d'ouvrir ce programme par un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire, pourquoi? Parce que le 3 mars 1975 naissait un homme. Et cet homme a été pratiquement mis en avant au cours du renouveau du côté du Gabon. Et en cette année 2025, précisément le 3 mars, il fête ses 50 ans de vie sur Terre. Lui, c'est le président Brice Clotaire Oligui Nguema, à qui toute l'équipe de Cine et de C-Web Info, par ma voix, souhaite joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Après ce souhait de joyeux anniversaire, Monsieur le Président, il faut reconnaître, je demande à la technique, surtout à Marcel Bassoli, de nous présenter un tout petit peu les prouesses du CTRI, c'est-à-dire de CTRI présidé par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui en un an, regardez comment Libreville est transformée, en un an simplement de pouvoir.
Qu'est-ce que ce sera Libreville dans 5 ans, dans 10 ans? Avec Brice Clotaire Oligui-Nguema, son Excellence, joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Je vous retrouve juste après la réclame. Après ce souhait de joyeux anniversaire, l'ouverture en fanfare de notre émission, c'est pas de coutume, ça fait plaisir, comme ça, de commencer par des informations qui font plaisir. Nous allons tout de suite dans le pays du président Talon, c'est-à-dire le Bénin, présidé par son Excellence Patrice Talon. Au Bénin, son Excellence M. Patrice Talon a accordé une audience aux membres du comité de pilotage responsable du fichier électoral. Reportage Gozo Richard, Janine Eta, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Le lundi 24 février 2025, le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a reçu au palais de la Marina les membres du comité de pilotage chargé de l'audit du fichier électoral. Cette audience constitue une phase essentielle dans la réalisation de cet audit sollicité depuis de nombreux mois par l'opposition et particulièrement par le parti Les Démocrates. Les débats ont porté sur les conditions et les garanties requises pour la transparence et l'impartialité du processus. Chers membres de la commission, c'est vraiment avec plaisir et intérêt, enthousiasme que je vous reçois ce matin. À ma demande, je souhaitais vous rencontrer pour vous dire que j'adhère vraiment à l'audit, que j'adhère à son objectif et que personne ne m'a forcé la main. Vous me connaissez, si je ne trouve pas d'intérêt à cela, je n'aurais pas adhéré à ça. Et ça ne se fera pas. Non. Merci donc beaucoup, j'adhère sincèrement. Et ce n'est pas non plus pour des raisons politiques ni électoralistes que on va utiliser les ressources du pays pour des fantaisies. Donc c'est sérieux. C'est sérieux pour deux raisons. Est-ce que notre outil qui permet de consulter nos concitoyens à l'occasion des échéances politiques, est-ce que l'outil est fiable? Rien n'est parfait dans ce monde. Que ce soit dans un pays sous-développé ou dans un pays développé, rien n'est parfait. Mais est-ce que l'outil a été mis en place de bonne foi? Est-ce qu'il n'y a pas des biais qui ont été introduits de mauvaise foi? C'est donc autant de raisons qui justifient que nous ayons le courage à un moment de faire un stop et d'examiner nos outils que nous utilisons pour la vie en communauté. Monsieur Jean-Baptiste Elias, qui préside le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, a quant à lui exposé au président de la République l'origine de l'audit du fichier électoral. L'idée de l'audit du fichier électoral vient de votre serviteur qui vous parle. En octobre 2022, l'ancien responsable de l'ANIP a invité les organisations de la société civile pour leur présenter la nouvelle mouture de ce qui va se passer puisque la LEPI est finie. Donc, la LEI doit être mise en œuvre. Quand il a présenté la situation, et compte tenu de la modeste expérience que j'ai en ma qualité de l'ancien président du Conseil de l'Union africaine contre la corruption, j'ai parcouru les 54 États, j'ai vu ce qui se passe en matière d'élection. J'ai levé le doigt pour lui dire, attention, il faudrait qu'on fasse l'audit du fichier électoral. Pour conclure, le chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon, a salué la démarche du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. En général, toute fin de mission génère un regain de vertu, un regain d'engagement au service du bien de manière absolue. Quand on est en début de vie ou de mandat, de mission qu'on sort, on fait les choses avec tellement de fougue que parfois on ne prend pas le temps de dire est-ce que vraiment ce que je fais c'est ce qui est attendu de tous. Et quand on est à la fin, on a cette préoccupation-là. À bon entendeur. Vous savez ce qui me préoccupe.
Par ailleurs, le président de la République du Bénin a réaffirmé sa bonne foi et sa volonté d'accompagner un processus transparent et apaisé. Nous quittons le Bénin pour le Burkina Faso, ce pays de l'AES qui, malheureusement pour certains, a quitté la CEDEAO, mais c'est un pays frère, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique dans toute sa diversité. La visite d'amitié et de travail du chef de l'État tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, à Ouagadougou, a retenu toute l'attention de CNN et de CWeb Info, par la voix de Janine Etta, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua et à la réalisation Marcel Bassolé. Le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est arrivé à Ouagadougou répondant à l'invitation de son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, pour une visite d'amitié et de travail marquée par l'ouverture de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, où le Tchad est pays invité d'honneur. À son arrivée, le président de la République a été accueilli avec les honneurs dus à son rang par le président de transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, accompagné de plusieurs hautes autorités du pays. Après le passage en revue des troupes et des officiels composés de présidents des grandes institutions, de membres du gouvernement et de hautes responsables militaires, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno s'est entretenu brièvement avec son homologue au salon d'honneur de l'aéroport. Cette rencontre entre deux leaders jeunes et charismatiques incarne la nouvelle génération des dirigeants africains, portant chacun sur ses épaules la responsabilité historique de guider sa nation vers un avenir prospère. Cette visite, au-delà de son caractère diplomatique, met en avant le rôle central de la culture dans la consolidation des liens entre nations africaines. Le Tchad, à l'honneur lors de cette édition du FESPACO, est représenté par une délégation d'envergure conduite par le ministre des Affaires culturelles, du tourisme et de l'artisanat, M. Abakar Rosi Teguil, aux côtés de réalisateurs, producteurs et acteurs tchadiens. 3 films sont en lice dans les catégories fiction, long métrage, animation et perspective, tandis que 2 projets figurent parmi les ateliers Yenengan Academy et Yenengan coproduction, témoignant de la vitalité du cinéma tchadien. Cette participation historique du Tchad au FESPACO dépasse le simple cadre artistique. Elle s'inscrit dans une dynamique de diplomatie culturelle active, renforçant l'identité et l'influence du pays sur la scène africaine et internationale. Entre reconnaissance et fierté nationale, ce moment restera gravé comme une étape clé du développement culturel et diplomatique du Tchad. Nous restons toujours au Burkina Faso, ce pays de l'AES, présidé par décret, ça il faut le dire, par décret du Burkina Faso, Monsieur Son Excellence Ibrahim Traoré. Et au Burkina Faso, le président Mahamat Idriss Déby Itno a rendu un hommage mérité à la mémoire de Thomas Sankara. Reportage Gozo Richard, Janine Etta, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé.
Au lendemain de son arrivée à Ouagadougou, le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, a visité le mémorial dédié à Thomas Sankara, figure emblématique de la révolution burkinabé. Ce site commémoratif établi sur l'ancien quartier général de la révolution est marqué par l'assassinat de l'ancien président en 1987. Depuis le 2 octobre 2016, cet endroit est devenu un espace commémoratif de premier plan pour les Burkinabés qui y voient un symbole fort de leur histoire et de leur engagement envers la souveraineté africaine. Un lieu vénéré par les Burkinabés qui suscite simultanément admiration, respect et enthousiasme à la perspective de cette visite hors du commun. Dans cette lancée, je dirais, d'un autre ordre mondial, le président tchadien vient au Burkina. C'est la première fois que nous vivons cela. Et surtout qu'il va poser ses pieds au mémorial Thomas Sankara. C'est vraiment une fierté. En mettant les pieds sur ce lieu, riche en histoire, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno se distingue comme le premier président en fonction à y faire une visite. Ce geste hautement symbolique reflète son respect et son adhésion aux principes défendus par Thomas Sankara. Avec cet hommage, il réitère son dévouement pour l'émancipation et l'autonomie du continent africain, se positionnant ainsi en accord avec les principes du leader panafricaniste. Le chef de l'État tchadien, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, a été reçu par le premier ministre du Burkina Faso, Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, et a reçu la bénédiction de Touré Daouda, un ancien camarade de Sankara qui était très touché par cette visite. Ce dernier a salué la mémoire de ceux qui ont œuvré pour la libération et le progrès du continent, faisant le lien entre l'engagement du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno et celui de Sankara dans la lutte pour une Afrique autonome et prospère. Le président de la transition du Tchad a ensuite observé une minute de silence, déposé une gèbe de fleurs et parcouru les différentes installations du mémorial sous la conduite de Luc Damiba, secrétaire général du comité international du mémorial. Il a découvert la statue en bronze massif de Sankara, les panneaux informatifs ainsi que la salle où l'ancien président burkinabé a été assassiné. Bayala Innotep, l'un des guides du site, a expliqué que ce mémorial ne se limite pas à un lieu de recueillement, mais constitue un repère essentiel pour les générations futures. Là où le sang de Sankara a été versé, ce sang 38 ans après a suffisamment fertilisé la terre et apte à faire pousser de nouvelles générations de Sankara. Là où Sankara a été tué, là où il a été brutalement arrêté dans son élan d'émancipation du peuple africain, pour nous, c'est là où il faut le ressusciter. La construction du mémorial se poursuit et représente un projet architectural d'envergure confié à Diébedo Francis Kéré, premier Africain à avoir remporté le prestigieux prix Friskin d'architecture. Le projet se trouve dans la première phase. Nous sommes en train de construire le mausolée, c'est-à-dire la demeure finale, la demeure éternelle du chef de l'État avec ses 12 compagnons. Les autres grandes parties du projet se composent d'abord par une grande tour, une tour de 87 mètres de hauteur qui signifie l'année où le président camarade est tombé. Et nous voulons inviter la jeunesse africaine à monter jusqu'au niveau 87 mètres et rêver le rêve du président Thomas Sankara et transporter ses idéaux dans tout le monde entier. Ce projet en cours de réalisation vise à immortaliser l'héritage du Sankara et en faire un centre d'inspiration pour la jeunesse africaine. Au fil de sa visite, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno a pris la pleine mesure de l'impact de Thomas Sankara, dont les idées continuent d'influencer une nouvelle génération de dirigeants africains, refusant la soumission aux influences extérieures et œuvrant pour la prospérité de leur nation. L'héritage de Sankara pousse aujourd'hui l'Afrique à repenser son avenir, à renforcer son unité et à promouvoir un développement axé sur la souveraineté et la dignité. Avant de quitter les lieux, le président de la République a inscrit des mots empreints de respect et de détermination dans le livre d'or, soulignant la portée intemporelle des idées de Sankara dans le combat actuel pour l'indépendance et l'autonomie des peuples africains. En rendant hommage à Thomas Sankara, maréchal
Mahamad Idriss Déby Itno adresse un message fort à la jeunesse africaine, croire en son potentiel, revendiquer son indépendance et bâtir un avenir fondé sur la dignité et la souveraineté. En l'instar de Sankara, en son temps, il fait de l'audace un moteur et de la souveraineté une priorité, démontrant que l'Afrique peut se tenir droite, indépendante et aux commandes de son avenir. Nous traversons simplement la petite savane qui sépare le Burkina Faso de la République de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, dans ce pays, les choses se passent toujours sans incidence. La Banque mondiale appuie la digitalisation de la fonction publique en Côte d'Ivoire. Reportage Ousmana Koulibaly, Eddy Lévit-Vonan, Marcel Bassolé et Johnny Letta. Une délégation de la Banque mondiale, en collaboration avec le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation de Côte d'Ivoire, a rencontré Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet d'accélération digitale de la République de Côte d'Ivoire. Il y a entre autres pour but de consolider les bases de l'écosystème numérique et d'améliorer la prestation des services publics aux usagers. La Côte d'Ivoire est un partenaire privilégié pour la Banque mondiale. Madame le ministre d'État nous a fait part de ses besoins. Nous en sortons vraiment galvanisés, renforcés dans notre conviction de vouloir accompagner le pays. Nous avons pris bonne note des besoins et on poursuit les travaux avec le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation pour bien intégrer ces éléments-là et cette vision dans le projet. Nous sommes en train de mettre en place un projet très ambitieux qui nous permettra donc d'accélérer notre politique de modernisation par la digitalisation donc, de cette administration. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire sont partout et nous avons besoin de les accompagner au mieux dans la gestion de leur carrière, dans leurs besoins en formation et dans la gestion donc, de leurs différentes préoccupations. D'après Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, le projet de numérisation va opérer une transformation au sein de l'administration publique ivoirienne. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire, ce pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, avec pour vice-président de la République M. Thiemoko Melet Kone. C'est pratiquement de ces activités dont nous allons vous faire part. Son Excellence M. Thiemoko Melet Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, a procédé à l'ouverture du sommet Renew PAC. Reportage Ousmana Koulibaly, Eddy Lévit-Vonan, Marcel Bassolé et Johnny Letta. M. Thiemoko Melet Kone, vice-président de la République de la Côte d'Ivoire, a ouvert le sommet Renew PAC le 24 février 2025 dans un hôtel de la place à Abidjan. C'est la troisième rencontre de ce pays qui rassemble pour cette édition sur les bords de la lagune Ébrié plus de 300 personnalités politiques et leaders d'opinion ainsi que des parlementaires libéraux et démocrates venus d'Afrique, d'Europe, du Pacifique et des Caraïbes. L'objectif étant de promouvoir la coopération entre les forces libérales et démocrates à l'échelle mondiale. L'Afrique, avec ses abondantes ressources naturelles, sa jeunesse et son potentiel entrepreneurial, est un moteur de croissance mondiale qui ne demande qu'à être pleinement exploité. Nous devons construire un véritable partenariat stratégique fondé sur l'innovation, l'entrepreneuriat et surtout sur la compétitivité où chaque partie apporte son expertise et bénéficie des opportunités qu'offre l'autre. J'aimerais lancer un message à nos jeunes. Il est temps que vous ne vous laissez pas séduire par des promesses faciles et populistes, par les illusions du repli sur soi, par les mirages du radicalisme. Former la jeunesse africaine à l'entrepreneuriat, une vision que partage le coprésident de Renew PAC qui plaide pour l'action. L'Europe et l'Afrique sont différents, c'est vrai, mais nous avons donc un engagement pour progresser, il faut le faire maintenant. Le leadership et la connaissance sont indispensables ensemble. Nous devons être les champions donc, de l'exécution par des engagements tangibles
tangible, clair, qui pourrait donc impacter le prochain siècle au bénéfice de nos continents. S'il vous plaît, aidons-nous ensemble, dirigeons ensemble et bâtissons ensemble. À contrer l'avancée du populisme, lutter contre la corruption, renforcer l'état de droit et préserver les libertés fondamentales. Selon M. Tiemoko Melekone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, ces valeurs sont essentielles au libéralisme audacieux et inclusif. Ces principes tiennent aussi à cœur au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara est profondément attaché au libéralisme, fondé sur des principes de liberté, de démocratie et de progrès. Cet engagement lui a permis de guider la transformation politique et socio-économique de la Côte d'Ivoire depuis son accession à la magistrature suprême. Sous son autorité, la Côte d'Ivoire est devenue un modèle de libéralisme adapté aux réalités africaines. La dynamique de l'économie ivoirienne, caractérisée par une croissance forte, un développement des infrastructures et une amélioration significative des conditions de vie des populations, démontre que les principes libéraux peuvent être un puissant moteur de développement. Nous devons opposer la force de nos valeurs pour surmonter les obstacles qui se dressent devant nous. Nous devons rester unis autour de notre credo commun, à savoir la primauté des libertés individuelles, une économie de marché régulée par l'état de droit et la conviction que la coopération internationale reste notre meilleure arme contre les crises. C'est pourquoi l'Europe, l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique doivent montrer la voie d'une coopération renouvelée pour constituer une véritable alliance stratégique fondée sur des intérêts mutuels. Des partenaires qui avancent, améliorant la compétitivité. Le 3e sommet de la communauté libérale internationale a pour thème Union européenne, Afrique pour une croissance durable. Cet événement est co-organisé par le RHDP et la fondation Friedrich Neumann. Nous reviendrons en Côte d'Ivoire parce que dans ce pays, l'information est très attractive. Et quand on fait de la télévision, un média qui coûte, qui est très coûteux, il faudrait toujours rêver avoir des partenaires comme ça qui vous apportent leur soutien. Et quand ces partenaires sont présents et regardent ce que vous faites pour le plaisir des populations, c'est toujours méritant pour toute la grande équipe de CNN et de CWeb Info qui travaille et qui attend et toujours est là à regarder si vraiment les concernés jettent un coup d'œil dans ce problème de rémunération qui concerne la vie de la société, donc de la chaîne de télévision. C'est pour cette raison que nous marquons une toute petite pause pour penser à notre partenaire officiel qui nous réserve une très grande surprise dans pratiquement un mois et demi, à savoir l'inauguration de ce que j'appelle un vrai paquebot sur Terre, c'est-à-dire Université 2, qui va être le vrai fleuron, pour ne pas dire un fleuron bis, de ce qui se fait de mieux sur le continent africain. Notre partenaire officiel, l'UIL, l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique.
après l'UIL qui fêtera ses 10 ans dans pratiquement un mois. On y reviendra entièrement. On essaiera de voir, même si on ne peut pas consacrer une demi-journée à parler de cette université qui fait des merveilles sur le continent. Et comme je vous le disais, Marcel peut nous présenter un peu ce qui est installé sur 80 hectares pratiquement. On a tout dans cette université, des lieux religieux, on a un parcours vita, on a des installations sportives de part et d'autre, et surtout du bel air, l'air de la forêt. Et cette université, on y reviendra, mais pour l'instant, parlons de la Côte d'Ivoire, juste après la réclame. Retour en Côte d'Ivoire, nous allons parler du ministère de la Défense, à savoir les prouesses et la présidence des activités. La semaine dernière, c'était le 43e BIMA, enfin, bref, tout ce qui touche le ministère de la Défense que dirige de main de maître le ministre d'État, M. Téné Birahima Ouattara. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, a inauguré l'hôtel des armées. Que du travail abattu. Après la rétrocession du 43e BIMA, comme je disais tantôt, aux forces armées ivoiriennes, on peut résumer tout cela en une seule chose. Que des actes. Que des actes pour le bonheur des Ivoiriens. Reportage Ousmana Koulibaly, Eddy Lévite-Vonan, Marcel Bassolé et la voix de Constant Ika. L'hôtel des armées à Abidjan, situé à l'état-major général des armées, est le symbole de l'excellence et de la cohésion. Il a été inauguré le 25 février 2025 par M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État et ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, accompagné du général de corps d'armée, le général Lassina Doumbia, et d'une délégation importante des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Durant son allocution, lors de l'inauguration, le général Lassina Doumbia a mis en évidence l'importance que rêvait cet hôtel. Bien au-delà d'un réceptif hôtelier, cet établissement que nous inaugurons symbolise la pose d'une nouvelle pierre à l'édification de ce que nous nommons dans notre jargon militaire les forces morales. Une composante immatérielle mais qui est essentielle à l'accroissement du potentiel opérationnel des armées. Il est aussi le reflet d'une ambition, celle d'une armée qui place le bien-être de ses membres au cœur de sa stratégie de performance. L'hôtel des armées dispose de 50 chambres reparties en 4 suites, 19 chambres seniors, 16 chambres standards et 11 chambres doubles. Il abrite également des espaces dédiés à des personnalités éminentes ayant contribué aux performances de l'armée ivoirienne. L'hôtel des armées, appelé à une bonne maintenance et préservation de l'édifice, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, a souligné l'unicité de la structure qui est sortie de terre après 30 mois de travail acharné. Il a été financé grâce à une gestion rigoureuse des moyens de l'État mis à la disposition de nos structures financières, en l'occurrence la direction du commissariat des armées. Je voudrais vous demander de veiller en sorte que ce bel édifice continue donc de se placer parmi les réceptifs les plus prisés de la place d'Abidjan. Je voudrais vous inviter à faire en sorte que cet édifice soit bien conservé, bien géré. Ceci va de l'honneur des armées. L'hôtel des armées d'Abidjan est équipé de toute la technologie multimédia de pointe, d'une salle de fitness et accessible au grand public. Voilà, qui fait plaisir comme ça d'abord aux populations ivoiriennes, même si c'est l'hôtel des armées, n'oubliez pas que c'est ouvert au grand public. Et ça fait plaisir à notre corps d'armée, surtout de savoir que le ministre d'État, ministre de la Défense, est au fait de penser toujours au bonheur des Ivoiriens. Rien que le travail, moins d'expression, moins de parler, surtout des actes, et des actes visibles par tous. Je vous retrouve juste après la réclame. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour la République tchadienne. Au Tchad, ce pays présidé par son Excellence le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, et dans ce pays, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu M. Yvon Sanabangui, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, en sigle la BEAC. Reportage Janine Leta, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé.
Le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, a accordé une audience à M. Yvon Sama Bangui, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. M. Yvon Sama Bangui est venu présenter au chef de l'État tchadien la toute nouvelle série de pièces de monnaie qui sera mise en circulation dès le mois d'avril 2025 dans les 6 États membres de la CEMA, à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. À quelques mois avant cette étape, le gouverneur de la BEAC, M. Yvon Sama Bangui, a bien voulu réserver cette primeur aux 6 chefs d'État de la CEMAC. Le mercredi 24 février au palais Toumaï, en présence du ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, M. Taï Hamid Ngilin, ainsi que de ses collaborateurs les plus proches, le gouverneur de la BEAC, M. Yvon Sama Bangui, a eu l'occasion de dévoiler les échantillons des nouvelles pièces de monnaie au président de la République du Tchad. Le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, cela inclut des pièces de 1, 2, 10, 25, 50, 100, 200 et 500 francs CFA, dont l'émission aidera certainement à résoudre le déficit monétaire observé ces derniers temps dans diverses opérations. L'audience porte principalement autour de la présentation des nouvelles gammes de la monnaie qui en cours légal et pouvoir libératoire que la Banque centrale prévoit de mettre en circulation très bientôt. Les métaux et les alliages qui ont été utilisés dans cette nouvelle gamme vont permettre à garantir sa sécurité par rapport, comme vous le savez, l'exportation des pièces de 100 francs que nous avons connues dans la zone. Pour les exportateurs, du fait que les métaux et les alliages ont une valeur marchande beaucoup plus élevée que la valeur même des pièces. Donc nous avons corrigé ce problème et nous espérons que les nouvelles pièces seront acceptées par la population avec cette fois-ci une nouvelle innovation, une gamme de 200 francs, plus adaptée dans les échanges fiduciaire. La monnaie fiduciaire en circulation continuera-t-elle à avoir une valeur légale? Je tiens également à rappeler que les anciennes pièces ont toujours leur cours légal et pouvoir libérateur. Ces anciennes pièces doivent être acceptées par la population dans leurs transactions quotidiennes. Avec l'introduction de ces nouvelles pièces de monnaie, on peut affirmer sans crainte de se tromper que la récente pénurie de pièces de monnaie décriée dans diverses transactions ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Qu'est-ce que ça fait plaisir pour nous autres Africains de voir des gouvernements des pays entretenus comme ça et réussir à convoquer des conseils des ministres au moins une fois par mois, si ce n'est dans le cas d'espèce de la Côte d'Ivoire qui a un roulement bimensuel. Nous allons tout simplement aller du côté de la Teranga, ce pays présidé par son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Au Sénégal, le Conseil des ministres du gouvernement de la République du Sénégal. Ce Conseil des ministres qui s'est tenu le 19 février 2025, présidé par son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a été un moment de prise de conscience et surtout de compte rendu de la ligne directive donnée aux différents ministres. Et ce compte rendu du Conseil des ministres de la République du Sénégal que présidait le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vous êtes ici rendu par la voix de Janine Eta, avec la belle précision technique sonore de Séverin Tchatchoua, Gozo Richard, Marcel Bassolé. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé le mercredi 19 février 2025 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République a adressé ses condoléances les plus attristées au khalife général des Mourides et à la communauté musulmane
suite au rappel à Dieu du Khalife général des Baye Fall, Serigne Amdi Modou Mbenda Fall, et de Serigne Moustapha Saliou Mbacké, fils du défunt Khalife général des Mourides, Serigne Saliou Mbacké. Le président de la République prend des décisions fortes pour redresser et moderniser la gestion des finances publiques. Après l'audit réalisé par la Cour des comptes, il est impératif d'agir vite et bien. Le chef de l'État exige un plan d'action clair et rigoureux pour redonner crédibilité et efficacité au système budgétaire et financier du pays. Il charge le Premier ministre de lui soumettre un calendrier précis pour appliquer les recommandations de l'audit. Un programme spécial de maîtrise des dépenses publiques doit aussi être proposé en tenant compte des réalités économiques et sociales et en s'inscrivant dans la vision Sénégal 2050. Dans cette dynamique, une nouvelle réglementation encadrera l'émission des emprunts de l'État et la gestion de la dette publique. Le ministre des Finances et celui de l'Économie doivent proposer, sous la coordination du Premier ministre, un décret sur les emprunts de l'État ainsi qu'un cadre organisationnel modernisé. Le gouvernement est aussi appelé à accélérer la digitalisation des systèmes économiques et financiers, à garantir la fiabilité des informations budgétaires et à mieux planifier les investissements publics. Autant de réformes qui visent une gestion plus transparente et performante. Mais cette transformation ne se fera pas sans dialogue. Le président veut des concertations inclusives avec les syndicats, le secteur privé et toutes les forces vives de la nation. Objectif: expliquer la situation, bâtir un consensus et assurer une mise en œuvre responsable et solidaire des réformes. Autre priorité affichée, l'accès à l'eau potable pour tous, surtout en milieu rural. Le président demande au Premier ministre de renforcer les efforts pour garantir une distribution équitable et à coût maîtrisé. Un plan d'action global sera mis en place pour sécuriser la ressource en eau et moderniser les infrastructures d'approvisionnement. Cela passe aussi par une meilleure gestion des concessions et une tarification transparente, particulièrement en milieu rural. Le gouvernement devra également anticiper les défis liés au changement climatique avec un modèle économique viable pour le secteur de l'eau et de l'assainissement. L'État veut notamment développer des unités de dessalement et renforcer la lutte contre les inondations à travers des actions préventives et un meilleur entretien des infrastructures hydrauliques. Sur la scène internationale, le président a récemment représenté le Sénégal au 38e sommet de l'Union africaine en Éthiopie. Il y a plaidé pour une Afrique plus souveraine et un financement renforcé des projets prioritaires du continent. Il a aussi mis en avant la nécessité d'une meilleure gouvernance des ressources minières et d'un engagement plus fort pour le financement du secteur de la santé. Enfin, le président a participé aux célébrations de l'indépendance de la Gambie, réaffirmant ainsi les liens de solidarité et de coopération entre les deux nations. Ce vendredi 21 février, le Premier ministre se rendra à l'Assemblée nationale pour expliquer les leçons à tirer de ce rapport
et présenter les actions correctives qui seront mises en place. Et parmi les priorités, mieux contrôler les dépenses publiques, réduire le train de vie de l'État et garantir une gestion plus transparente et éthique des finances. Mais ce n'est pas tout. Le Premier ministre prévoit également une grande rencontre avec les partenaires sociaux le 27 février. Cette réunion marquera le début d'un dialogue ouvert et inclusif avec l'objectif de mobiliser tous les acteurs de la société, les syndicats, les employeurs, la société civile, autour d'un même projet, redresser l'économie du pays. Un autre sujet qui tient à cœur beaucoup de Sénégalais, la commémoration du massacre de Thiaroye en 1944. Le Premier ministre est revenu sur les chantiers mémoriels en cours, comme la construction d'un mémorial et la création d'un centre de documentation. Des fouilles archéologiques pourraient également être organisées pour localiser d'éventuelles fosses communes et faire toute la lumière sur ce tragique événement. En résumé, le gouvernement fait face à plusieurs défis de taille, dont l'assainissement des finances publiques, la relance de l'économie et l'honneur à la mémoire des tirailleurs sénégalais. Pour y parvenir, une chose est claire, la mobilisation de tous est essentielle. Avec ces mesures et ces engagements, le Sénégal amorce une nouvelle phase de gouvernance, tournée vers la transparence, la rigueur et l'efficacité au service du développement et du bien-être des populations. Nous allons quitter le Sénégal, le pays de la Teranga. On va quitter l'Afrique de l'Ouest et encore faire un saut en Afrique centrale. Et en Afrique centrale, un petit pays par sa superficie, mais qui a décidé de se détacher pratiquement depuis un an et présidé par son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, va encore retenir notre attention dans un instant. Mais pour l'heure, un clin d'œil à notre partenaire officiel, l'UIL. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Après ce clin d'œil à notre partenaire officiel, nous restons au Gabon, le pays présidé par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État gabonais et surtout président du CTRI qui, depuis un an, fait des prouesses au Gabon. L'inauguration de l'interconnexion entre le Gabon et la Guinée équatoriale, en présence des chefs d'État des deux pays voisins, devrais-je même dire deux pays frères. Reportage Gozo Richard, Séverin Tchatchoua, Jeannie Nita et Marcel Bassolé.
C'est l'un des gestes d'intégration les plus significatifs qui se concrétisent entre le Gabon et la Guinée équatoriale. La rencontre entre les deux présidents constitue le premier pas de cette journée dédiée à la célébration et aux échanges fraternels autour du projet d'interconnexion électrique Gabon-Guinée équatoriale qui a donné place à une grande manifestation à la frontière entre les deux pays en présence des deux chefs d'État, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema et son Excellence Théodoro Obiang Nguema Bazogo. En tant qu'un originaire de Bitam et de la province du Rolentem et plus précisément du Gabon, je suis très fier de ce projet. Enfin, c'est un projet porteur qui arrange la population gabonaise en général et la population rolentemoise en particulier. Le deuxième acte a eu lieu dans la zone frontalière en accord avec l'esprit d'unité qui prévaut entre ces deux nations et leurs deux peuples voisins. Le projet d'interconnexion électrique que nous lançons aujourd'hui transcende la simple coopération technique. Il symbolise parfaitement cette fraternité agissante qui caractérise nos relations bilatérales et illustre notre engagement commun pour une intégration sous-régionale, concrète, profitable à nos populations. Que la lumière soit, et il eut de la lumière. L'accord signé le 27 juillet 2023 à Brazzaville prend enfin forme. L'accord prévoit la transaction d'achat et de vente de l'électricité entre la compagnie d'énergie de Guinée équatoriale et la société d'énergie et d'eau du Gabon. C'est pour nous une très grande journée aujourd'hui parce que cette journée-là annonce la fin de quelque chose, la fin des délestages et grâce à la coopération sous-régionale magnifiée par le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. On a assisté, nous qui sommes originaires du Septentrion, notamment du district de Moyotier, nous sommes très heureux par cette réalisation parce que vous savez, le courant est comme la route. Les deux éléments entre nos développements. Et nous sommes dans l'ère du développement, comme l'a dit le président hier, lors de l'audience qu'il a bien voulu nous accorder. L'acte ultime de cette journée, symbole de la coopération renforcée des liens historiques entre les deux pays, se déroule en terre gabonaise. Ce projet transfrontalier d'interconnexion marque un pas décisif vers le renforcement de l'intégration régionale, particulièrement dans ce secteur stratégique de l'énergie. Pour assurer la sécurité énergétique à ces deux peuples qui ont une même histoire et un ovni commun. Le point culminant de cette journée qui symbolise le renforcement des liens historiques entre les deux nations a eu lieu en terre gabonaise. Ce projet d'interconnexion transfrontalière marque une étape décisive vers l'amélioration de l'intégration régionale, notamment dans ce secteur crucial qu'est celui de l'énergie, pour garantir la sûreté énergétique de ces deux pays, de ces deux populations partageant une histoire commune et un objet volant non identifié semblable. Nous restons au Gabon, nous ne bougeons pas. Ça nous fait plaisir, comme ça, de sillonner et d'être à la baie des Rois. La baie des Rois au Gabon, c'est un endroit pour tous ceux qui veulent prendre des vacances pour Libreville. Un endroit où on se perd tranquillement en face de la mer. Bel air, en plein cœur de la ville, en plein cœur de Libreville. Donc nous restons toujours au Gabon. Et là, nous allons parler de la présentation des lettres de créance des nouveaux ambassadeurs accrédité en République gabonaise. Gérard Richard, Gozo Janine Eta, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. La cérémonie de présentation des lettres de créance des nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon à l'esplanade du palais présidentiel atteste de la vitalité de la diplomatie gabonaise et mise en évidence. Accueilli sur le tapis rouge des honneurs militaires et des hymnes nationaux pour conduire auprès du président de la République, président de la transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Ils sont 5 chefs de mission diplomatique accrédités au Gabon, dont le premier a présenté ses lettres de créance au président de transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est son Excellence Miguel Grisbach de Pereira Franco, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Brésil,
près de la République gabonaise avec résidence à Libreville. Il est né le 21 janvier 1966 à Rio de Janeiro. Il est détenteur de plusieurs diplômes et a occupé le poste de chargé d'affaires au Mali et en République démocratique du Congo. Le second a présenté ses lettres de créance au président de transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et son Excellence Velegality Samuel David Sourendra, haut commissaire de la République de l'Inde en République gabonaise avec résidence à Libreville, détient un diplôme de maîtrise en administration des affaires. Les liens entre ces deux nations sont solides, comme le prouve la présence d'une importante communauté indienne au Gabon. L'Inde et le Gabon entretiennent une relation commerciale qui se manifeste par un partenariat multiforme approfondi dans les domaines des mines, des infrastructures et du bois. Le troisième a présenté ses lettres de créance au président de transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et son Excellence Paolo Kosita, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Zambie, près de la République gabonaise, avec résidence à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est né le 2 janvier 1975 à Kampubo, en Zambie, et détenteur d'une licence en informatique. De 2021 à ce jour, il occupait le poste de directeur au siège national à Lusaka. Le quatrième a présenté ses lettres de créance au président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et son Excellence Alain Charles Leroy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique près de la République gabonaise avec résidence à Yaoundé en République du Cameroun. Le ballet diplomatique est clos par son Excellence Laurent André Fi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Hongrie près de la République gabonaise avec résidence à Abuja en République fédérale du Nigeria. Il est détenteur d'un master en études hispan et d'un master en littérature linguistique britannique et américaine. Honorés par l'hospitalité qui leur a été réservée, les nouveaux diplomates se sont entretenus tour à tour avec le chef de l'État sur la coopération entre le pays respectifs et le Gabon. L'équipe de rédaction de CNN, de C-Web Info, a décidé simplement de vous présenter un autre pays, comme c'est devenu de coutume dans notre programme. Et ce pays est un pays dont on parle souvent moins en Afrique. Mais puisqu'on a décidé de valoriser tous les pays africains à travers ce programme constitué Carl Week News, nous avons décidé de donner un coup de projecteur sur ce pays qui n'est autre que la Guinée-Bissau. Avec la complicité de Marcel Basselet, vous verrez les atouts de ce pays, les avantages à y être, aller faire un tour, même prendre des vacances ou y investir. Reportage Constant Ika. La Guinée-Bissau est un pays tropical situé sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Il est connu pour ses parcs nationaux et sa faune. L'archipel boisé des Biragos, peu peuplé, est une réserve de biosphère protégée. Son île principale, Boubaké, fait partie du parc national des îles d'Orango, où vivent les hippopotames d'eau salée. Sa population est chiffrée selon la Banque mondiale depuis 2021 à 2,1 millions d'habitants. Sa croissance démographique, toujours selon la Banque mondiale, depuis 2021 est à 2,2%. L'espérance de vie à la naissance, selon l'ONU, est de 59,9 ans, presque 60 ans. Le taux d'alphabétisation des adultes est de 45,6%. Sa religion est musulmane à 50%, chrétien à 10% et animiste à 40%. L'indice développement humain, en sigle IDH, est de 0,483. À la tête du parti Madem G15, parti fondé avec des dissidents du PAIGC à l'été 2018, Umaro Sissoko Embalo a remporté le second tour de l'élection présidentielle le 29 décembre 2019. Cette victoire a été contestée par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, en sigle le PAIGC. À la suite de la tentative du coup d'État du 1er février 2022, la CEDEAO a envoyé une force d'appui à la stabilisation du pays à la demande de son Excellence le Président Sissoko. Cette force de la CEDEAO avait été toujours déployée en Guinée-Bissau et sa mission avait été reconduite pour une durée d'1 an lors du comité de la CEDEAO du 10 décembre 2023. C'est dans un contexte politique tendu que le président son Excellence Umaro Sissoko Embalo décide le 16 mai 2022 de
dissoudre l'Assemblée nationale, entraînant par la même occasion la démission de son gouvernement. Les élections législatives qui auraient dû se tenir en décembre 2022 n'ont finalement eu lieu qu'au mois de juin 2023, alors que le madame G15 du président Sissoko était favori. C'est le parti historique du PAIGC en sigle, mené par Domingos Simoes Pereira, qui a formé la coalition en sigle PAI avec des petits partis qui l'emportent avec une majorité absolue, 54 voix sur 102 sièges. Ainsi, en août 2023, Geraldo Martins, en sigle du PAIGC, est nommé Premier ministre d'un gouvernement de cohabitation, alors que M. Pereira, à la tête de l'opposition, est nommé président de l'Assemblée nationale. La Guinée-Bissau est indépendante depuis le 24 septembre 1973 et longtemps restée isolée en raison de son alignement sur l'URSS. Elle fut néanmoins membre fondateur de la CEDEAO en 1975 et de l'Union africaine en 2000 et adhéré au traité de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en sigle UMOA en 1997. La Guinée-Bissau est également membre de la communauté des États sahélo-sahariens en sigle CENSAD, de l'Organisation internationale de la francophonie en sigle l'OIF et de la communauté des pays de langue portugaise en sigle CPLP. Le président Sissoko a orienté la politique étrangère de la Guinée-Bissau vers la recherche de nouveaux partenariats et a effectué de nombreuses visites à l'étranger depuis son élection. Il s'est notamment rendu en France en octobre 2021 où il a été reçu par le président de la République. Le président Sissoko s'attache par ailleurs à faire entendre la voix de son pays au sein de la CEDEAO, dont il a été président de la conférence des chefs d'État du 4 juillet 2022 au 8 juillet 2023. Avec 2 millions d'habitants et un produit intérieur brut en sigle PIB estimé à 1,7 million de dollars US en 2022, la Guinée-Bissau présente des indicateurs socio-économiques parmi les plus faibles au monde, à savoir qu'elle est classée 177e sur 191, selon le dernier classement de l'indice de développement humain IDH en sigle du PNUD. L'économie bissau-guinéenne est extrêmement vulnérable aux variations des cours et de la production de la noix de cajou, autour de 150 000 tonnes, qui représentent 80% des exportations du pays, principalement à destination de l'Inde. Le secteur agricole représente près de 35% du produit intérieur brut en sigle PIB, dont 10% attribuables directement à la stricte filière en ACAD et qui représente 20% des recettes budgétaires. Par ailleurs, le très important potentiel halieutique reste encore largement inexploité. La Guinée-Bissau présente également un potentiel minier dans la bauxite et le phosphate, sans que des projets d'exploitation ne soient réellement actifs à ce stade. C'est ainsi que l'industrie ne représente qu'autour de 15% du produit intérieur brut en sigle PIB. Les services constitueraient, eux, un peu plus de la moitié du PIB du pays. Après s'être établi à 1,5% en 2020, le taux de croissance du produit intérieur brut en sigle PIB a enregistré un important rebond à 6,4% en 2021, selon les données du Fonds monétaire international en sigle FMI, en raison d'une augmentation de la production de noix de cajou, d'investissements publics dans les infrastructures essentielles financées par l'extérieur, de la levée progressive des restrictions et de l'amélioration de la confiance des entreprises qui dynamisent les investissements privés. En 2022, le taux de croissance a ralenti pour s'établir à 3,5%, affecté par des exportations de noix de cajou moins importantes qu'anticipées, ainsi que par les conséquences de la guerre d'Ukraine, avec la hausse des prix de denrées et de l'énergie. À moyen terme, la Guinée-Bissau devrait atteindre 4,5% de croissance, qui devrait stabiliser aux alentours de 5% par an, en moyenne sur la période 2024-2027. La Guinée-Bissau a pour capitale Bissau, la devise est le franc CFA, les langues officielles sont le portugais et le portugais de la Guinée-Bissau. Sa superficie est de 36 125 km², son gouvernement est une république d'État unitaire avec un régime semi-présidentiel, sa population est estimée à 2,151 millions d'habitants depuis les indices de la Banque mondiale en 2023, le nom officiel est la République de Guinée-Bissau, les villes principales sont Bafata, Gabou, Cacheux. La langue la plus parlée, c'est le créole. La fête nationale est fixée tous les 24 septembre de chaque année. Son président n'est autre que son Excellence, M. Umaro Sissoko Embalo. Voilà.
L'Afrique est belle, l'Afrique est grande, l'Afrique a des potentialités. Mieux connaître tous nos États africains, c'est ce que nous essayons de faire à travers ce programme. Montrer surtout les atouts économiques et les atouts touristiques de différents pays. Nous allons quitter la Guinée-Bissau pour le Cameroun. Le Cameroun, le mastodonte, c'est-à-dire le pays phare de l'Afrique centrale, un pays dirigé par son Excellence, le président Paul Biya, chef de l'État de la République du Cameroun. Et dans ce pays, le Cameroun, nous avons décidé de parler du financement du budget 2025 de ce pays à travers une soirée en présence des ministres des Finances, M. Louis-Paul Motazé, et de nombreuses personnalités politiques et économiques du Cameroun. Et à la petite réalisation de ce module qui vous présente comme ça cette soirée de lancement avec différents ministres de l'économie et des finances et un parterre riche de personnalités du monde économique et politique de la République du Cameroun. Reportage Stéphane Négou, Éric Bikek, Séverin Tchatchoua, Gozo Richard et Jean Linetta. L'opération de Cham a eu lieu dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, au cours d'une soirée récréative que présidait le ministre des Finances, M. Louis-Paul Motazé, en présence de M. Paul Tasson, représentant du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, M. Alamine Ousmane May, du directeur général du Trésor, de la coopération financière et monétaire, M. Mott Sylvestre, du gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Vahadiboua, des forces vives de la région du littoral, ainsi que de nombreux investisseurs et des acteurs des marchés de titres publics du Cameroun. 7 317,7 milliards de francs CFA, c'est le budget de l'exercice 2025 de l'État du Cameroun. Des discussions thématiques ont eu lieu en matinée ce même jour entre les acteurs du secteur public et ceux du secteur privé que présidait M. Mott Sylvestre, directeur général du Trésor de la coopération financière et monétaire, en vue de la recherche des financements au niveau des marchés des titres publics. Avec un taux d'endettement de 42% du seuil de 70% fixé par la BEAC, le Cameroun, qui vise 4,3% de taux du PIB, cherche à redynamiser son économie afin de ne pas subir les effets des vents incertains de la conjoncture mondiale. Depuis 2009, la levée des ressources sur le marché des capitaux est une modalité permettant à l'État de financer les projets d'investissement public. Les ressources levées ont permis de financer les investissements inscrits dans les différentes lois de finances. Pour la mise en œuvre de ces opérations financières, le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire accompagne le ministre des Finances en ce qui concerne le choix des opérations devant bénéficier des ressources à mobiliser. Cet accompagnement a ainsi permis d'orienter les ressources levées vers les secteurs prioritaires de l'économie tels que identifiés dans la stratégie pour la croissance et l'emploi dans la stratégie nationale de développement SND 30. Cette conduite du financement du budget de l'État dans la première phase de la vision 2035 soutenue par la stratégie de croissance et de l'emploi de financer un nombre important d'opérations d'investissement dans le cadre de la mise en œuvre des projets structurants. La double intervention du pays sur le marché monétaire de la BEAC et le marché des capitaux lui a permis de mobiliser sur le premier marché 1153,93 milliards de francs CFA, en augmentation de 20,4% par rapport à l'année précédente. Sur le compartiment obligations, 16 lignes ont été émises pour une maturité allant jusqu'à 10 ans pour un montant de 285 milliards de francs CFA. Des défis interpellent cependant le gouvernement du Cameroun. Le succès relatif de l'année 2024 l'oblige à diversifier la base des investisseurs, d'harmoniser la fiscalité des titres publics et de promouvoir une mobilisation accrue de l'épargne locale grâce à la digitalisation et l'inclusion financière. La remise des prix a suivi ces moments d'intervention aux meilleurs acteurs du marché des titres publics au cours de l'exercice 2024. Des banques, des compagnies d'assurance, des sociétés de gestion de portefeuille et des médias en sont les principaux bénéficiaires. Nous restons toujours au Cameroun et au Cameroun nous allons parler
d'un ouvrage qui fait parler de lui et qui est pratiquement un sujet de conversation dans toutes les chaumières. C'est un ouvrage consacré au président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Son Excellence Paul Biya et la jeunesse camerounaise. C'est l'occasion de la dédicace de cet ouvrage qui trace et relate les actions du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, sur la jeunesse camerounaise. Reportage Stéphane Négou, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua et Eric Bikek. Après la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, la ville de Douala a accueilli la caravane du livre intitulé Paul Biya et la jeunesse camerounaise hier, aujourd'hui et demain. Cette cérémonie de dédicace que présidait M. Moumouna Foussou, auteur et par ailleurs ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, a connu la présence des forces vives de la région du littoral, des membres de la délégation permanente du RDPC, des jeunes ainsi que de nombreuses personnalités. Cet ouvrage de 446 pages, préfacé par le docteur Bidon Poit, s'impose comme un baromètre pour la jeunesse camerounaise. Le titre de l'ouvrage relate et trace les actions du président Paul Biya sur la jeunesse camerounaise. Cet ouvrage, je l'ai commis pour la bonne information des jeunes d'abord, les encadreurs de cette jeunesse, les leaders d'opinion qui parlent souvent de la politique nationale de la jeunesse du Cameroun, du président Paul Biya, sans toutefois la maîtriser. Évidemment pour les supporters de cette politique, pour qu'ils la maîtrisent davantage et aient les outils pour non seulement en parler, mais la défendre et la soutenir. Un ouvrage universitaire à la portée scientifique. Il est à la fois économique, social et politique. L'auteur, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, présente le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, comme un homme bon. Avec Paul Biya, on peut être plus haut, plus bon et plus fort. Un ouvrage qui reflète également la nature de l'auteur, un homme perfectionniste et patient. Georges Alain Boyomo, directeur de publication du journal Mutation, en fait une note de lecture de cet ouvrage. J'ai essayé d'élaborer un questionnement pour que certains points de l'ouvrage soient approfondis et surtout que les décideurs qui, à juste titre, ont déjà travaillé pour les jeunes, mais il tombe presque sous le sens que l'écart entre la génération au pouvoir et la jeunesse ne fait que s'accroître. Ça veut dire que le vase, de mon point de vue, est à moitié vide. Cet ouvrage s'adresse à la jeunesse camerounaise. Nous devons chercher à améliorer notre pays et ce n'est pas en consommant de l'alcool, de la drogue que nous saurons hisser le Cameroun très haut. Nous devons travailler dur et fort pour hisser le drapeau du Cameroun encore plus haut. Un ouvrage qui n'aura pas laissé indifférent cette jeunesse camerounaise présente à cette cérémonie de dédicace qui revisite et analyse une quarantaine des discours du président de la République, son Excellence Paul Biya, d'où l'intitulation de l'ouvrage Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain. Cet ouvrage est vraiment recommandé à la jeunesse camerounaise parce que non seulement ça donne de l'information sur la politique du président Paul Biya en faveur de la jeunesse, mais aussi ça donne beaucoup d'informations sur les différents projets et les initiatives que le président Paul Biya a mis en place pour le développement socio-économique et entrepreneurial des jeunes Camerounais. L'ouvrage est disponible dans les librairies et points de distribution au prix de 15 000 francs CFA. Retour en Côte d'Ivoire, je parlais tantôt du collègue de Ousmane Coulibaly. Il a fait ses prouesses, vous avez vu comment est-ce qu'il filme, comment est-ce que c'est monté, ça c'est CNN Cameroun. Nous arrivons en Côte d'Ivoire. Oui, ce territoire est mené de main de maître par Ousmane Coulibaly dans les reportages spéciaux, surtout tout reportage politique, économique, assisté de Eddy Lévite-Vaunant. Et là, nous allons parler du Conseil des ministres de la République de Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres de la République de Côte d'Ivoire, présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, en présence du vice-président de la République, M. Tiemoko Mele-Kone, et du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambe. Sur le terrain, à la présence de la République de Côte d'Ivoire, l'équipe de reportages spéciaux dirigée par Ousmane Coulibaly, avec toujours l'œil avisé et l'assistance
assistant permanent, Eddy Lévite-Vonan, la voix de Constant Eka et Marcel Bassolé. Conseil des ministres au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce mercredi 26 février 2025, avec la présence effective des ministres, à l'exception du ministre Adjoubeni Koubedan Kwasi et Kakou Adom, en mission hors du territoire national. Installé dans la salle affectée à cette concertation bimensuelle, c'est l'instant de faire le point gouvernemental. C'est dans une ambiance détendue mais studieuse comme dans nos amphis d'études universitaires, tous debout, membres du gouvernement respectif, ce qui augure l'arrivée de son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, qui dans une forme olympique a toujours un petit mot pour chacun. 2 heures d'horloge ont été nécessaires et auront suffi pour ce huis clos, pour passer en revue la santé de la République de Côte d'Ivoire. C'est à 13 heures qu'a pris fin ce Conseil de ministres, laissant place au point de presse qui a porté sur la libre expression de la presse nationale et internationale, dont CNN et C-Web Info, présente au Palais de la République de Côte d'Ivoire, accorde cet instant de questions-réponses du porte-parole du gouvernement qui ne fait abstraction d'aucun sujet, non sans préciser qu'en Côte d'Ivoire, il existe bel et bien la liberté d'expression. Dans une transparence inégalée sous d'autres cieux, le ministre de la Communication, M. Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire, a fait un compte rendu du Conseil des ministres qui a porté sur 29 points, dont 17 mesures générales, comprenant un projet de loi et 16 projets de décret. Et cette communication ont bouclé ce Conseil des ministres. Au sujet des mesures générales. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, un projet de loi portant réglementation de l'amélioration génétique animale en Côte d'Ivoire a été adopté. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant modalités communes d'application de la loi portant statut général de la fonction publique et un décret portant modalités particulières d'application de la loi portant statut général de la fonction publique. Le Conseil a adopté un décret fixant les modalités d'engagement des contractuels à l'exception des enseignants du supérieur et des chercheurs dans l'administration ivoirienne et les établissements publics nationaux ainsi que leur rémunération. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole, de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 5 décrets. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant ratification de la Convention numéro 189 sur les travailleuses et les travailleurs domestiques, adopté en juin 2011. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant déclaration d'utilité publique du périmètre du projet d'aménagement et de construction de la zone logistique et industrielle de Boaké, initié par le gouvernement pour soutenir la dynamique de développement socio-économique de cette commune. Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant procédure spéciale de délivrance de l'arrêté de l'affectation des biens immobiliers de l'État. Au titre du ministère du Tourisme et des Loisirs, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation de la convention de concession pour la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'un village touristique dénommé Serena Village. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret instituant une attestation d'importation de certaines marchandises rattachées à des branches d'activité et des corps de métier
de l'artisanat. Au sujet des mesures individuelles. Le Conseil a adopté 6 décrets portant nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire à l'étranger. Au sujet des communications. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le Conseil a adopté une communication relative au bilan de la mise en œuvre à fin 2024 des activités de la feuille de route du gouvernement qui, il faut le rappeler, comprend 742 activités relatives aux projets majeurs et 256 activités liées aux principales réformes prévues dans divers secteurs. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 communications. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 communications. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation d'une table ronde pour la mobilisation des ressources du plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027. Au titre du ministère de la Transition numérique, de la digitalisation, en liaison avec les ministères concernés, et c'est la dernière communication qui a été adoptée au cours de ce Conseil, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle tenu du 10 au 11 février 2025 à Paris, en France. C'est alors que la presse nationale et internationale, dont CNN et C-Web Info, se sont rendus compte de ce travail abattu par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, avec à son premier chef le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et comme toujours, toutes les questions ont fusé, même les plus perturbantes, dont ceux émanant de l'actualité sur les réseaux sociaux. À ces questions, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, a répondu sans embâche que la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a pris les mesures idoines pour recadrer tout cela dans le respect de la liberté d'expression en vigueur en Côte d'Ivoire. Et le porte-parole a précisé que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire est plus soucieux du bonheur des Ivoiriens. Prochain Conseil des ministres, mercredi 12 mars 2025. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir, surtout de voir un président et un gouvernement qui travaillent. Quand on sait que le Conseil des ministres est toujours un moment âpre de travail et surtout de point, de visibilité, d'une vision, et cette vision qui n'est autre que celle du président Alassane Ouattara, on est toujours heureux de voir toutes les ressources énergétiques qu'a le président de la République qui, une fois le Conseil des ministres terminé, reçoit en audience une haute personnalité d'une organisation internationale. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a reçu, juste après le Conseil des ministres, en audience le 26 février, Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie. Et dans un geste appelé par les Japonais d'une gymkhana, le reporter spécial de CNN, Ousmana Coulibaly, a été obligé de faire un saut réglage de caméra et prise de son complète du Conseil des ministres et directement de cette audience accordée par le président de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu et accordé une audience au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire à Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie. Le mercredi 26 février 2025, juste après le Conseil des ministres. Selon Mme Mushikiwabo, les échanges avec le chef de l'État ivoirien ont porté sur les relations entre l'Organisation internationale de la francophonie et la Côte d'Ivoire, un pays clé
et un pilier de la dite organisation. À ce stade, il a été question de faire le bilan de la mise en application des résolutions issues du dernier sommet de la francophonie auquel a participé le président Alassane Ouattara. Le thème était innovation, créativité et entrepreneuriat. Nous sommes aujourd'hui, après le dernier sommet, en la mise en application des conclusions, dont certaines conclusions qui concernent la mise en place de systèmes pour renforcer l'innovation. Le thème du sommet ayant été innovation, créativité et entrepreneuriat, et particulièrement l'innovation dans le domaine culturel dont la ministre chargée de la francophonie est aussi chargée des aspects culturels. Et donc l'échange aujourd'hui concernait surtout la part de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à plusieurs années maintenant, de la réforme et de la transformation de notre organisation sur des sujets prioritaires, y compris la partie numérique de la culture, où nous voulons que la Côte d'Ivoire soit beaucoup plus impliquée. Les échanges entre le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et Madame Moshiki Wabo incluaient également la situation sociopolitique dans la sous-région. Chaque fois qu'on rencontre un chef d'État, on ne peut pas ne pas parler de politique. Nous avons aussi échangé sur la situation régionale. Vous savez que cette région de l'Afrique de l'Ouest compte plusieurs membres de notre organisation et nous avons donc également échangé quelques points de vue sur la relation entre notre organisation et la région. Il est important de mentionner que ce sommet de la francophonie qui s'est tenu en France a été l'occasion de réfléchir sur le rôle que joue l'Organisation internationale de la francophonie dans la gestion des crises sociopolitiques. Il est à noter que le ministre directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, et la ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Romac, ont pris part à cette rencontre. Eh oui, merci comme ça à l'équipe de Ciné de CWeb Info pour cette gymnastique. Conseil des ministres directement au bureau présidentiel pour cette audience qui s'est très bien achevée. Et le président a continué à travailler jusqu'au soir. Et le président est là, très bien. Il veille au bonheur de ses compatriotes de Côte d'Ivoire. Merci comme ça Ousmane Coulibaly et merci à Eddie Lévite-Vonan. Nous allons parler du grand format. Et on a décidé de nous focaliser encore une fois sur ce que pensent les populations ivoirienne. Et dans ce grand format, l'équipe de Ciné de CWeb Info a lâché ses caméras dans la ville d'Abidjan pour avoir les impressions des Ivoiriens. Que pensent-ils de la rétrocession du 43e BIMA aux forces armées ivoiriennes? Une rétrocession qui n'est autre que des actes qui font place à la parole. Et en Afrique, si on pouvait essayer pratiquement de faire comme en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire poser des actes plutôt que de parler, ce sera déjà très bien pour les populations ivoiriennes. Ousmane Coulibaly et Edith Lévy-Vonan ont tendu leur micro comme ça dans Abidjan pour avoir les impressions des Ivoiriens. Que pensent-ils? C'est l'heure de notre grand format. Mes impressions sur la rétrocession du 43e BIMA à l'armée ivoirienne est une bonne chose parce que ça vient confirmer encore une fois que notre pays est souverain et que notre armée est capable d'assurer la sécurité de ses citoyens. Alors moi j'approuve cette décision. Je pense bien que c'est une bonne chose. Depuis la cession au pouvoir de Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, nous avons constaté tous Ivoiriens que nous sommes qu'il y a eu la calmie et puis la tranquillité, la paix, la sécurité surtout pour tous les Ivoiriens et les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Voilà, moi je suis un opérateur économique. J'ai constaté moi-même que maintenant les va-et-vient sont tranquilles, c'est sécurisé et nous avons la paix. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose
parce qu'il faut dire que c'était quand même pas normal, après près de 60 ans d'indépendance, que les Français, enfin une base française, se localise, comment dirais-je, ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est une très bonne chose. En Afrique ici, enfin il n'y a pas en Europe un pays africain qui a une base militaire dans ces pays. C'est vrai qu'on a été colonisé par la France, mais je crois que la colonisation doit prendre fin. Après près de 60 ans d'indépendance, ça doit prendre fin. Merci au président Alassane Ouattara pour ce geste, parce que c'est quelque chose qu'on attendait certainement depuis longtemps. Et si à son avènement cela a été fait, vraiment je lui tire mon chapeau. Sur la rétrécition, voilà, du 43e bima à la mer ivoirienne, mais vraiment c'est une bonne chose, vraiment on est beaucoup content. Voilà, le camp même d'Aquin, Thomas d'Aquin, vraiment c'est une bonne chose. Puis c'est le premier chef qui était là avant, vraiment on est beaucoup content, c'est une bonne chose. Que l'État même, notre armée même occupait le camp, c'est une bonne chose. Vraiment, Ouattara, le président a bien fait. Je pense que la rétrocession de 43 Mbima à l'État ivoirien est une très bonne chose. Si au début des indépendances, cela s'avérait comme une nécessité, étant donné que nous étions, n'est-ce pas, en apprentissage en tant qu'État, en tant que nation. Et je pense que 65 ans plus tard, il est vraiment judicieux que nous apprenions nous-mêmes, n'est-ce pas, nous prendre en charge sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique. Je pense que le président de la République a vu cela et ça a été bien vu. Je le félicite. Et nous, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes très fiers que cela porte, n'est-ce pas, le nom, n'est-ce pas, d'un illustre militaire ivoirien, Thomas d'Aquin. Et donc, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Nous allons encourager le chef de l'État dans ce sens. Je remercie le président Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, qui a eu le nœud creux en pensant, n'est-ce pas, à la rétrocession de cette base militaire à la Côte d'Ivoire. C'est aussi un acte de souveraineté. Je vous remercie. La rétrocession du 43e Bima, je crois qu'on ne pouvait pas passer autrement. Franchement, pour notre part, nous estimons que ça a été une très bonne chose de la part du chef de l'État, en un mot de l'État de Côte d'Ivoire, dans la mesure où ce camp ici, dans le cadre de la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire, qui a fait du chemin, il était temps aujourd'hui de marquer un arrêt aussi vraiment bon. Passer en de bons thèmes, en d'autres. Et ce qui nous a beaucoup fait plaisir, honneur, c'est le fait d'avoir baptisé ce camp général Ouattara Thomas d'Aquin. Nous ne l'avons pas connu en tant que tel, mais l'histoire qui est un témoignage nous enseigne que ce haut officier de l'armée ivoirienne a fait beaucoup pour ce pays. Et baptiser un tel camp Ouattara Thomas d'Aquin, c'était que rendre gloire à toute l'armée de Côte d'Ivoire, rendre gloire au peuple ivoirien. Au chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, je profite de votre antenne pour dire que d'abord merci pour ce geste qui a réhabilité encore une fois la Côte d'Ivoire et l'encourager dans ce sens, car dans beaucoup d'autres domaines, il y a du travail à faire. Et merci encore, merci pour la rétrocession que la France a bien voulu, et dû à la diplomatie, à la maniabilité de son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara. Mes impressions sur la rétrocession du 43e Bima à la Côte d'Ivoire sont les suivantes. D'abord, ça donne un coup de fouet. Ça requinque un peu la Côte d'Ivoire en particulier, mais surtout aussi l'Afrique. Parce que c'est un premier pas vers
une décolonisation, pour ne pas dire une véritable liberté, voilà, du peuple noir. Donc ça donne aussi un sentiment de fierté à tous les Ivoiriens de reprendre leur territoire, surtout même une fierté aussi à l'armée ivoirienne de, je dirais, de reprendre aussi ce camp-là et de se sentir plus autonome, plus libre. Parce que voir une puissance coloniale, une ancienne puissance coloniale sur le territoire d'une ancienne colonie comme ça, avec surtout la présence de l'armée française, ça montre toujours que la Côte d'Ivoire est toujours soumise ou bien on est toujours dans l'état de la colonisation. Mais quand elles s'en vont comme ça veut dire que nous sommes maintenant libres. Donc l'impression que j'ai, c'est que le fait que l'armée ivoirienne reprenne le 43e Bima montre seulement que la Côte d'Ivoire maintenant est indépendante de façon officielle. Voilà. Donc ce sont là mes impressions. Au président Alassane Ouattara, c'est une gratitude à son endroit. Voilà. Parce que Thomas Dakin, nous sommes sans ignorer que c'est un nom historique pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc l'expression de cette reconnaissance-là à l'endroit de M. Thomas Dakin, donc on remercie le président Alassane Ouattara, voilà, d'avoir renommé ce camp-là comme ça. Le contexte international même en dit long. Aujourd'hui, nous observons une crise internationale et le chef de l'État a jugé opportun que l'armée ivoirienne s'empare du 43e Bima et que cette base devienne une base de l'armée ivoirienne. On ne peut que saluer l'initiative du chef de l'État qui est devenue une réalité depuis avant-hier. Nous le remercions parce que nous savons qu'on n'allait pas rester indéfiniment avec la présence de l'armée française. Il faudrait que nous prenions nos responsabilités et c'est ce que le chef de l'État a fait. C'est une façon de rendre hommage au premier chef d'État-major de Côte d'Ivoire. Oui, au lendemain des indépendances, il y avait une armée en construction. Alors, notre ancêtre Ouattara Thomas Dakin fut l'un des premiers. Et donc aujourd'hui, donner son nom au 43e Bima, c'est lui rendre hommage et de reconnaître que il y a eu des grandes personnalités aussi au sein de notre armée. Donc nous disons merci au président de la République, au chef de l'État ivoirien, M. Alassane Ouattara, qui a accepté et a pris l'initiative que son armée prenne le 43e Bima pour le compte de l'armée de Côte d'Ivoire. Nous lui disons grand merci. Concernant la rétrocession, je trouve que c'est une bonne chose. Ça s'est passé pacifiquement même. C'est ce que nous avons souhaité. Beaucoup de gens parlent de souveraineté. Bon, si cette souveraineté est acquise entièrement, sans heurte, je crois que c'est une bonne chose. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de palabre comme on dit. Donc moi, j'adhère et je suis partant. Le président Alassane Ouattara, je crois qu'il a eu une très bonne mémoire parce que personne ne s'attendait à ce qu'on donne ce nom-là à l'établissement 43e Bima. Mais il a eu vraiment une grande intelligence. Ça a été un acte de reconnaissance et vraiment nous sommes contents. Je pense que mes impressions sur le 43e Bima, c'est que c'est une très bonne chose. Vraiment, le 43e Bima qui est rétrocédé vraiment à la Côte d'Ivoire, c'est fantastique ça. On n'aurait jamais cru que cela puisse se faire. Et bien c'est fait sous Ouattara. Je pense que le président Ouattara, il a dit qu'il allait remettre les Ivoiriens au travail et il allait leur remettre leur pays en entier. Et bien je pense que c'est fait. Il a réunifié le pays. En plus, c'est un acte de souveraineté, hein, que le 43e Bima soit rétrocédé à la Côte d'Ivoire. Ben, je pense que c'est formidable. C'est quand même bien d'honorer les anciens. Le général Thomas Dakin, je pense qu'il a été le premier général, je crois, de Côte d'Ivoire. Et puis un général de corps d'armée, le premier des chefs d'état-major. Ben, franchement, c'est une belle façon de l'honorer. Et je pense qu'il n'y avait pas meilleure façon de l'honorer.
C'est terminé pour ce programme Constier Week News, qui est ce programme d'information politique, économique, et qui vous permet aussi de voir et de comprendre mieux le continent africain. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Restez sur votre petit écran, vous pouvez suivre la rediffusion sur cnntv.ci et aussi n'oubliez pas que l'information est diffusée, multi-rediffusée sur CWeb Info en permanence, sur CWeb Info, pour vous donner toutes les tendances de cette Afrique qui bouge et qui bouge positivement pour des générations actuelles ainsi que pour des générations futures. Je suis Constier. Au revoir.